merci à tous de nous rejoindre. Et donc, vous avez vu un peu tout ce qu'on a fait dans la journée. Ce matin, on se posait la question de votre entreprise sera où dans 3 ans. Et puis là, on va se poser la question justement, quelles sont les interactions entre la RSE, la Méditerranée et l'innovation. Donc, on a le plaisir d'accueillir Alexandra Bonnet, qui est chef du service de l'économie, de l'évaluation, de l'intégration du développement durable au sein du Commissariat général au développement durable du ministère de l'écologie et du développement durable. Rien que ça, voilà. Ensuite, nous avons Serge Burtin, qui est directeur de Dalca Méditerranée. Dalca Méditerranée, Serge Burtin, en quelques mots. Alors, je parle là. Dès qu'il y a un micro qui marche, oui. Dalca Méditerranée, c'est 1 millier de collaborateurs qui travaillent dans le domaine de la gestion de l'énergie et qui travaillent autour de l'activité des réseaux de chaleur et des réseaux de froid et des services énergétiques aux industriels et dans le tertiaire et dans l'habitat. Très bien. Tarek Sharif, vous êtes président de la Confédération of Tunisian Citizen Enterprise Connect, vice-président Anima Investment Network. Donc Anima, en quelques mots. Anima, c'est dans le micro, c'est encore mieux. Anima, c'est un grand réseau qui fait un excellent travail au niveau de la Méditerranée. Très utile. Partenaire de la Connect. D'accord. Bon, vous nous expliquerez un peu plus Tout à l'heure. Enfin, c'est comme vous voulez, hein. Après on peut en rester là. Hein, mais, Mohamed Lakila, vous êtes président du Conseil régional de l'Ordre des experts comptables Marseille-PACA et président du comité RSE du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables. Et avec vous, on verra particulièrement la 3e comptabilité, la comptabilité dite verte, et plein d'autres choses. Ou la 4e, de toute façon on est dans les 3.0, 4.0, on ne sait plus où on en est. Voilà. Et puis enfin Stéphane Soto, vous êtes directeur général d'Aix-Marseille French Tech et directeur général de Made in Soft. La French Tech en quelques mots. La French Tech c'est bien. Voilà. C'est pour... Je sais bien parce qu'ils sont aussi fatigués que moi, j'ai l'impression. Donc, non, mais pour reprendre le degré d'éloquence de Tarek Sharif, qui sera sans doute beaucoup plus prolixe tout à l'heure. La French Tech, c'est d'abord un dispositif national. Et là-dedans, Aix-Marseille French Tech, c'est un label territorial de la métropole d'Aix-Marseille qui vise à coordonner l'ensemble des actions relatives à l'économie numérique, à amener les entreprises à se créer, à progresser, à connaître l'hypercroissance, à s'internationaliser et puis évidemment à se fixer sur le territoire. Très bien. Alors, Alexandra Bonnet, on va commencer avec vous. Quels sont les enjeux et la place de la RSE, justement, dans cette transition écologique et énergétique que vous soutenez normalement au ministère? J'ai bien normalement. Mais... On tâche. Ah, mais comme il y a des changements de ministres et tout ça, c'est pour ça. Déjà, si je pouvais savoir comment ça marche. Normalement, ça marche, parlez dedans. Ça marche. Ah, allez, je me rapproche. Bonjour à tous. Merci de m'avoir épargné la pénible... citation de mon titre à rallonge, Commissariat général au développement durable. Et merci surtout aux courageux qui sont restés jusqu'ici, malgré les menaces de grève à partir de 19h ce soir. N'inquiétez pas, restez quand même. Alors voilà, au ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer, nous avons une mission, une seule, c'est changer le monde. Voilà, alors ça peut paraître un peu ambitieux comme ça. Enfin, c'est une autre expression pour la réussite de cette transition énergétique et écologique que la ministre Ségolène Royal porte depuis son arrivée et que tout le monde, bien sûr, appelle de ses voeux. Alors, appelle de ses voeux pour gagner la bataille contre le changement climatique, ce qui est déjà une gageure, mais pas que, puisqu'on a également tous les autres leviers toutes les autres pressions environnementales sur lesquelles nous devons également essayer de travailler, de proposer des solutions d'amélioration. Donc, le Commissariat général au développement durable, au sein du ministère, il a cette vision très transversale de portage de ces dossiers qui irriguent tout le ministère, de manière à ce que le développement durable puisse être, les objectifs du développement durable puissent être pleinement intégrés dans les politiques des uns et des autres. Et puis, il a également la mission d'intégrer ou faciliter l'intégration de ces objectifs de développement durable au niveau des acteurs, des parties prenantes, au premier chef, bien entendu, desquels les entreprises et les investisseurs. Alors, pour mener cette fameuse transition écologique, énergétique et changer le monde,
nous sommes convaincus quand même qu'il faut déjà repenser nos modes de gouvernance et d'action. C'est tout le sujet de la démocratie participative. Vous avez vu que vous avez tous suivi l'actualité. Le commissaire général du développement durable, dont le petit nom est CGDD. Voilà, non, je dirais CGDD. Ça va plus vite parce qu'en plus, j'ai que 10 minutes, je crois. Donc le CGDD s'occupe beaucoup de démocratie participative. Et puis c'est tout le sens de l'action du CGDD qui est la raison d'être de son implication aux côtés d'initiatives souples, non contraignantes, d'incitation telles que la RSE. Et puis pour changer le monde, il faut beaucoup plus fondamentalement réinventer nos modèles de production et de consommation. Passer à autre chose. Pourquoi ? Parce que, de toute évidence, quand on regarde la façon dont le tissu économique fonctionne, on se rend compte assez vite qu'il y a là un constat d'aporie qui s'impose à nous, en ce sens qu'il paraît a priori assez difficile de conjuguer à la fois sobriété et consommation de masse, sobriété et croissance, circuit court et mondialisation, voilà, mondialisation du profit et enjeux sociétaux, etc., etc. Donc tout ceci ressemble un petit peu au mariage de la carpe et du lapin. Alors, face à ces objectifs de transition économique et écologique et énergétique que nous devons de toute façon mener, nous essayons déjà de prôner des améliorations de l'existant. Et c'est très bien, mais les améliorations de type incrémental, c'est-à-dire celles qui consistent à améliorer chaque jour un petit peu plus, à repousser chaque jour un peu plus la frontière des possibles par rapport notamment au travers des gains d'efficacité énergétique, c'est important, il faut le faire, on le fait, mais on sait très bien que ça ne sera pas suffisant et qu'avec des améliorations comme ça, petit bout par petit bout, on n'arrivera pas à un monde de degrés. Ce qu'il faut pour obtenir un monde de degrés, pour ne parler que des éléments relatifs au changement climatique, c'est clairement des innovations de rupture. Et ces innovations de rupture, évidemment, elles portent aussi sur les modèles de production et de consommation et sur les modèles d'affaires des entreprises. Donc c'est en ça que la RSE, si vous voulez, répond à, bien évidemment, puisque c'est son cœur de métier, à ce besoin qu'on a en cette période de transition de trouver des nouvelles méthodes de fonctionnement de ce tissu économique. Alors, face à cette nécessité de réinventer le monde de demain, donc tout reste à écrire finalement, on a besoin de plusieurs choses. D'abord, on a besoin d'idées et plus de pétrole. Ça, c'est bien. De toute façon, le pétrole, il ne vaut plus rien, donc il vaut mieux avoir des idées. Et pour le coup, la RSE permet d'avoir un foisonnement d'idées à notre disposition et en plus de les éprouver, de les tester dans la vraie vie et non pas uniquement dans l'esprit fertile de quelques fonctionnaires français, aussi intelligents soient-ils, bien entendu. Bon. Donc ça, c'était une première chose. Foisonnement d'idées, la RSE doit nous servir de laboratoire pour expérimenter des nouveaux modes de production, de consommation et de voir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne peut-être moins bien. Également, dans cette période chahutée, on a besoin d'une vision, on a besoin de visionnaires. À cet égard, ce qui s'est passé à la COP21 était assez intéressant parce que on a peut-être pour la première fois réussi à ce que massivement, à la fois les entreprises et les élus puissent se projeter dans le temps long de la décision et ne soient plus tributaires des décisions de court terme. Voilà, donc c'est aussi difficile pour une entreprise que pour un élu, pour des raisons évidentes que je ne développerai pas. Et donc, avec cette COP et ces engagements collectifs des entreprises et ces engagements des États, avec les INDC, les fameux INDC, on a vraiment assisté à ce besoin, à cette nécessité de projection. Et là-dessus aussi, la RSE, c'est vraiment un vecteur potentiel de projection dans l'avenir des modèles d'affaires des entreprises qui participent de cette tendance, et une tendance qui, de toute façon, est nécessaire, évidemment, à la survie in fine de ces modèles d'affaires. Et puis enfin, dans ces périodes où tout est à inventer, on a besoin d'information. L'information, c'est quand même désormais vraiment l'or noir du XXIe siècle, à l'heure où s'opère une grande révolution
pacifique, celle-là, aux côtés également de la révolution écologique et énergétique, c'est la révolution du numérique. Et le numérique est capable d'accélérer dramatiquement la transition. C'est la raison pour laquelle nous, évidemment, au CGDD, nous allons miser en 2016 sur le numérique, comme je vous l'expliquerai par la suite. Donc à cet égard, le reporting extra-financier, c'est une mine d'information et une mine tout court, une mine d'or. Donc il faudra probablement d'ailleurs améliorer dans le futur la façon dont cette information est mise à la disposition de tout un chacun pour qu'on puisse en tirer le meilleur profit. Alors, il existe de nombreuses recherches pour prouver que la RSE, c'est profitable pour les entreprises, pour les États qui la facilitent, parce que source d'emploi, de création de valeur, de richesse, Alors justement, etc. est-ce que vous auriez des exemples concrets Pour tout ça? C'est-à-dire, vous êtes au ministère, vous voyez sans arrêt tout ce qui se passe. Vous avez parlé d'innovation de rupture, vous voyez que ça devient de plus en plus important, donc vous avez une vision sur tout ce qui se passe en France au niveau des entreprises. Est-ce que vous auriez des exemples concrets à nous dire de ces entreprises qui font de la transition économique, énergétique, il y en a écologique? énormément. Moi, ce que je Des vous exemples engage à peut-être faire... flagrants, puisque le but de notre forum, c'est d'apporter des bonnes pratiques et que les gens repartent avec des outils ou des idées. Alors, Voilà. des bonnes pratiques, je vous engage à jeter un œil sur le forum NAZCA. Je ne sais pas si vous connaissez cette plateforme d'information, qui s'appelle NAZCA, N-A-Z-C-A, qui est issue de la COP21 et qui recense tous les engagements des entreprises au titre de la COP21. Et là-dedans, il y a tout un tas de bonnes pratiques et d'idées qui peuvent être utilisées. Moi, ce que je remarque, c'était un petit peu la suite de mon propos, c'est que de plus en plus, les entreprises n'hésitent plus à aller justement vers de nouvelles frontières, on dit vers de nouveaux modèles, et à tester notamment des stratégies en matière de nouveaux modèles économiques. Tout ce qui commence par éco-conception, écologie industrielle et territoriale, économie circulaire, économie de la fonctionnalité, ça pas mal. Soit en propre, soit en essayant de décliner leur propre modèle, par exemple en économie fonctionnelle, soit en s'adjoignant des entreprises qu'elles rachètent et dont elles, c'est le cœur de métier. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très probant et quelque chose qu'on a remarqué à la COP d'assez net. En tout état de cause, ce sur quoi je voulais insister, c'est que petit 1, on ne peut plus... la question qu'il faut se poser, c'est pas la RSE, est-ce rentable, est-ce que ça va m'apporter quelque chose, c'est plutôt est-ce qu'on peut se permettre de ne pas avoir de politique RSE aujourd'hui? Et si on pose cette question dans ce sens-là, on a la réponse beaucoup plus rapidement, surtout si on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a une espèce de lame de fond au niveau des fonds d'investissement qui se détournent manifestement et massivement des énergies fossiles au profit des entreprises qui sont moins tributaires de ces énergies. Voilà. Donc, rien que cela, ça doit... la puissance de cette réorganisation des investissements peut être phénoménale. Et le marché peut évoluer extrêmement rapidement. Donc, si on ne prend pas position aujourd'hui, demain, ceux qui sortiront vainqueurs du marché ne seront pas probablement ceux qui ont attendu que le train passe en ce moment. Donc là, c'était la première chose. Et la deuxième chose sur laquelle je voulais insister, c'est, puisqu'on parle de nouvelles frontières, de nouveaux modèles de RSE, qu'est-ce qu'on attend finalement pour l'évolution de cette RSE? C'est d'abord, petit 1, peut-être le plus simple d'une certaine manière, même si ça fait peur à certaines entreprises, mettez en place un prix du carbone dans vos entreprises. Ce n'est pas si difficile. D'ailleurs, il y en a qui, comme M. Jourdain, le font sans le savoir, parce qu'ils ont eux-mêmes des prix qu'ils testent dans leur modèle d'investissement. Et donc, ça, c'est un prix interne du carbone. Donc, il faut essayer de faire ça parce que ce sera le meilleur moyen pour vos entreprises de vous préparer à l'institution tôt ou tard, et plutôt tôt que tard, visiblement, depuis le Business Climate Summit de mai 2015 et tout ce qui s'est passé à la COP21, ça paraît quand même assez évident. Il faut se préparer en interne, et le prix du carbone, d'une certaine manière, c'est ce qu'il y a de mieux. Et puis, à côté de cette mise en place d'un prix du carbone, je vais vous dire quelque chose. Le corollaire, c'est surtout ne faites pas que du carbone,
et essayer d'élargir vos horizons à des domaines qui sont peut-être moins explorés, comme la biodiversité. Ça, c'est quand même un élément un petit peu le parent pauvre de la RSE. On va avoir une loi biodiversité cette année. Donc là-dessus, on va essayer d'aider aussi pour que les entreprises puissent s'emparer de ce sujet qui, évidemment, est très important puisqu'il touche aux ressources de l'entreprise pour certaines, et notamment pour certains secteurs d'activité. Améliorer la gouvernance. Il y a un gros travail à faire sur la gouvernance pour que les sujets de RSE remontent au plus haut niveau, que ce soit à la tête des entreprises, que ce soit au niveau du conseil d'administration et que chacun prenne ses responsabilités. Et puis, ce qui me ferait très plaisir personnellement, ce serait que chacun essaie, dans sa politique RSE, de tester, d'expérimenter, et bien d'introduire un nouveau modèle qui commence par éco, comme j'ai dit. Éco-conception, écologie industrielle et territoriale, etc., etc. Et que vraiment, on ait presque systématiquement maintenant dans les rapports ce type d'offres qui se développent. Alors, que fait le CGDD dans tout ça ? Oui. En vitesse ? Ouais, Parce que ça fait déjà long. Enfin, vous savez, après les sigles, vous avez quand même raconté beaucoup de choses que fait le ministère. Alors, si Oui. c'est pas le CGDD ou si c'est le MDDE ou le C'est MEDD, pareil. ou voilà, C'est pour une nous grande c'est un petit famille, peu. mais Je c'est la pense même qu'on a chose. besoin juste de savoir quelles sont les lignes. Et je pense que vous nous les avez assez tracées. Et je vous propose peut-être de rebondir un peu sur ce que peuvent dire nos invités pour justement distiller des bonnes pratiques ou des choses que vous voyez ou des points d'insistance sur lesquels on pourrait aller. Très rapidement quand même, les 3 éléments sur lesquels on travaille, je ne serai pas longue. Au CGDD, on a une actualité en ce moment qui est extrêmement riche sur la RSE et notamment sur le reporting. On a sur le RSE, le plan national d'action en faveur de la RSE qui a été demandé par la Commission européenne et dont on devrait accoucher incessamment. La gestation a été un peu longue, mais on devrait y arriver. Le plan national relatif à la mise en œuvre des principes directeurs des Nations Unies sur les droits de l'homme et les entreprises, qui là est presque prêt, et la plateforme nationale RSE, peut-être qu'Hélène Valade vous en a parlé, devrait le sortir incessamment. Donc ça, c'est sur la partie RSE. Et sur la partie reporting, alors là, il y a énormément de choses nouvelles qu'il faut suivre. Donc la mise en œuvre de l'article 70 et surtout de l'article 173 de la nouvelle loi sur la transition énergétique, dont vous avez dû entendre parler parce qu'elle elle vient compléter les dispositifs de reporting de l'article 225, ce que vous connaissez, reporting extra-financier, pour introduire la notion d'économie circulaire et pour introduire également, pour agrandir le spectre des éléments à prendre en compte dans le calcul de l'empreinte des entreprises, non plus seulement sur leurs activités, mais désormais sur l'usage des biens et des services qu'elles vendent. Donc ça, c'est quand même une petite révolution en soi. Et moi, la COP, chaque fois que j'y allais, c'était vraiment le sujet. La France était star, Ségolène Royal était en photo partout grâce à ça. Donc vraiment, c'est quand même une très, très grosse novation. Pour aider, nous avons mis en place un groupe de travail sur l'empreinte carbone des produits, parce qu'on sait très bien qu'il y a des divergences de méthodologie. Tout ça, c'est compliqué, donc on y travaille. Si vous me suivez toujours, il y a des textes attendus sur la transposition de la directive européenne, alors là je lis parce que je ne m'en souviendrai jamais, sur la publication d'informations non financières et d'informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes. Donc là-dessus, il ne sera pas question, a priori, de revoir le reporting en tant que tel, mais on va introduire certainement des éléments relatifs à la matérialité et à la lutte contre la corruption. On ne peut pas rentrer dans tous les détails. Voilà. Si les gens veulent des détails, ils vont sur le site du ministère. Voilà, et enfin, on a le label tech. On doit donner la parole à tout le monde aussi. Je vous en reparlerai après. Donc voilà. Donc merci. Alors justement. Là, vous avez parlé d'une vision nationale, etc. Et puis, il y a les experts comptables qui sont le premier conseiller de l'entreprise. Donc, comment vous voyez cette prise en compte, justement, de cette RSE ? Qu'est-ce que vous faites, vous, pour les accompagner ? Mais on va plus loin que la RSE. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est sur des transformations de nouveaux modèles. On a expliqué l'économie collaborative, l'économie de partage, circulaire, de fonctionnalité. Tout ça transforme les entreprises. Elles ne peuvent plus les gérer de la même manière. Et vous les conseillez. Donc, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ? Oui. Bonsoir à tous. Alors, que fait l'expert comptable ? D'abord, tu ne m'as pas posé la question, qu'est-ce que c'est qu'un expert comptable ? Oui, et si tout le monde revient à la genèse de tout, oui. Voilà, je pense que tout le monde a des amis ou une famille. Voilà. Alors, non, je rappelle tout simplement que nous sommes sur une région avec 2000 experts comptables et au niveau national, c'est 20 000 experts comptables. Et que fait l'expert comptable dans la RSE ? C'est ça la question. C'est pas mal. Ça, c'est bien. Ça, c'est pas mal. Alors, ne serait-ce que... Bon, un expert comptable, ça compte beaucoup.
Ça ne fait que ça d'ailleurs. Souvent, c'est ma femme qui me le reproche. Arrête de compter. C'est un business d'abord pour les experts comptables, il faut le savoir. La RSE, en général, c'est du business pour la famille comptable. Pour la simple raison, tout à l'heure, on a parlé de l'article 225. Il y a des rapports qui sont faits. Il y a des experts comptables qui sont au TI. J'en ai un qui est juste derrière toi, qui certifie les informations extra-financières. De plus en plus, on va demander à l'expert comptable, d'ailleurs, de certifier des informations extra-financières. Il y a encore des textes qui sont sortis récemment, y compris sur le gaz à effet de serre. Et on va plus loin que ça. Dès la création, aujourd'hui, d'une entreprise, il y a de l'accompagnement. On imagine les nouveaux modèles, on en a parlé. On imagine effectivement qu'est-ce que c'est que l'économie circulaire, qu'est-ce que c'est que l'économie de fonctionnalité. Et puis on s'est intéressé d'abord à nos propres cabinets, mettre de la RSE dans les cabinets. Alors quand on a travaillé sur le sujet, on a vu que finalement on n'était pas mauvais par rapport aux normes, je dirais, ou pas aux normes, mais en tout cas les critères qui sont retenus dans la RSE. On a été très loin puisqu'on a un outil aujourd'hui d'autodiagnostic pour les cabinets. Donc les cabinets sont capables de faire eux-mêmes leur propre autodiagnostic RSE avec des plans d'action, notamment sur l'ISO 26000. Et puis aujourd'hui, on travaille sur la TPE. La grande entreprise, par les obligations qui existent, par les services, effectivement, notamment dans toutes celles qui sont cotées, ou les très grandes, n'ont pratiquement pas besoin de nous, sauf pour certifier de l'information. Par contre, la TPE, où l'expert comptable est présent, dans 90% des cas, l'expert comptable est présent dans la TPE. Et c'est là où il a un vrai rôle à jouer, d'abord d'alerte, et notamment sur toutes les réglementations qui arrivent, et toutes les contraintes, on va dire les choses comme ça. La RSE, peut-être qu'on ne le dit pas suffisamment, ça a quand même aussi un coût pour l'entreprise. On parle d'opportunités, mais il y a aussi un coût, ne serait-ce que le coût de la mise en place de la RSE, c'est un coût pour une entreprise. L'expert comptable est là aussi pour dire les choses et pour les mettre noir sur blanc. Et puis, mon cher Philippe, je vais aller plus loin puisque je vais t'accorder un scoop. Puisqu'on s'est compté, on s'est dit il faut peut-être travailler un peu sur ce qu'on appelle la comptabilité environnementale. Et il n'y a pas mieux que l'expert comptable qui connaît bien sa matière pour proposer un modèle. Donc probablement à notre congrès de Bruxelles, on proposera le modèle français. Qui aujourd'hui, on a quelques écoles qui s'affrontent encore, mais on en a une qui est pas mal en avance, qui même aujourd'hui, par rapport aux travaux qui sont effectués de dimension internationale, on proposera un modèle français de comptabilité environnementale. Il prend en compte quoi, ce modèle? Ce modèle de manière très concrète. est derrière toi. Qu'est-ce qui change par rapport à hier et aujourd'hui? Il n'y avait pas de modèle jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a aucun modèle aujourd'hui qu'on retrouve dans les entreprises comme le modèle comptable, avec des normes comptables. Aujourd'hui, quand on fait un bilan carbone, en fonction du consultant qui va faire le bilan carbone, on n'aura jamais les mêmes résultats. Or, nous aimons travailler avec des normes, avec des critères certains qui sont déterminés, et notre rôle, c'est un petit peu celui-là. On va faire la proposition non seulement au niveau national, mais on la fera au niveau européen, puisqu'on se retrouvera à notre congrès de Bruxelles. Et je pense que aujourd'hui, ce qui manque dans les entreprises, c'est ce suivi. Donc, chacun va bricoler des outils un peu de son côté. Et je l'ai rappelé, il y a plusieurs écoles d'ailleurs qui travaillent sur les modèles de la comptabilité, ce qu'on pourrait appeler la comptabilité verte ou la comptabilité environnementale et sociale. Mais on a besoin d'un modèle qui soit à l'échelle au moins européenne, voire plus, pour qu'il y ait une comparabilité entre les entreprises. Faire un bilan aujourd'hui au niveau national, où on arrive finalement à comparer un bilan comptable. Au niveau international, on le fait également avec les IFRS. Mais en matière environnementale, aujourd'hui, rien n'est très clair. Donc on peut avoir des rapports qui sont faits aujourd'hui par une entreprise et le comparer à une autre, ce n'est pas aussi évident. Donc on a des chercheurs parmi nous, il y a des experts comptables qui font de la recherche. Je vous ai dit, vous avez quelqu'un derrière vous, Hervé Bégaud, qui travaille sur la matière. Et on proposera un vrai modèle de comptabilité environnementale pour les entreprises françaises. Très bien.
Merci. Alors justement, Serge Burtin, on parlait de coûts. Vous, justement, vous proposez à des entreprises de faire des économies d'énergie. Donc vous leur proposez un mix énergétique, je crois. Il y a quoi dans ce mix énergétique? Et puis vous dites que vous êtes un redistributeur de valeur. De quelle valeur vous parlez? Alors, effectivement, la RSE, pour une entreprise comme Dalkia, c'est bien sûr la dimension environnementale dans un premier temps, puisque c'est notre métier, notre ADN depuis plus de 70 ans. Et comment ça se traduit? Ça se traduit d'abord par de l'innovation. Et je vais revenir aux exemples que vous souhaitez que je donne. Concret. De l'innovation. Et puis aussi associer nos partenaires, nos clients aux décisions qu'on va prendre pour trouver des bonnes solutions énergétiques. On est très sensible au territoire, à la valeur du territoire et aux solutions qui se trouvent finalement à l'intérieur d'un territoire. Et au niveau de l'énergie, les solutions sont souvent dans le territoire. Les exemples sont nombreux. Je vais bien sûr, puisqu'on est à Marseille, prendre des exemples plutôt méditerranéens, mais il y en a partout en France, chez Dalkia et ailleurs. Il y a Tarek Cherif avec nous, il a dit que c'était bien, voilà. la Méditerranée. La Méditerranée, c'est d'abord la mer Méditerranée, et la mer a un pouvoir énergétique qu'il faut utiliser, et vous savez qu'on met en œuvre des boucles énergétiques qui vont chercher l'énergie calorifique de la mer pour mettre en œuvre des réseaux de chaleur ou des réseaux de froid. Il y en a à Marseille, il y en a sur toute la côte, plus ou moins important. Et il y a encore beaucoup de choses à faire dans ce domaine-là. C'est-à-dire qu'on va vraiment la valoriser, l'énergie à disposition sur le territoire. Mais il y a aussi d'autres pistes. Quand vous avez, par exemple, de l'industrie, vous pouvez aussi récupérer l'énergie fatale des process industriels. Et vous savez qu'il y a des process industriels qui rejettent beaucoup d'énergie. Il suffit de longer une grosse industrie pour s'apercevoir qu'il y a de l'énergie présente. Eh bien, on va récupérer cette énergie et la valoriser. D'accord ? La géothermie, la biomasse. La biomasse est une énergie locale aussi du territoire. Et le territoire PACA est très riche en biomasse. Donc, une énergie locale, c'est la biomasse. Et donc, on va pouvoir mettre en œuvre cette biomasse pour déplacer des énergies fossiles, réduire effectivement le carbone utilisé, le rejet de carbone. Et tout ça, ça passe par de l'innovation pour pouvoir mettre en œuvre ces énergies-là. Une fois qu'on a mis en œuvre ces énergies locales, vertueuses et qui permettent de déplacer des énergies fossiles, l'autre sujet qui rejoint ce que vous avez dit, c'est l'efficacité énergétique. C'est-à-dire, une fois qu'on a une énergie qui est vertueuse, il faut l'utiliser au mieux et utiliser le moins possible de cette énergie. Et effectivement, notre métier et toute la démarche RSE qu'on a chez Dalkia tourne autour de la performance énergétique, de l'efficacité énergétique. Et là aussi, notre réponse, c'est l'innovation à travers des centres de pilotage de la performance énergétique qui permettent, à travers le numérique, on en a parlé tout à l'heure, qui est une des réponses au sujet de la transition énergétique. On va donc mettre en œuvre des centres de pilotage qui vont surveiller finalement en temps réel, 24 heures sur 24, la performance énergétique des installations thermiques et qui vont permettre de corriger des dérives, d'agir en temps réel sur ces installations pour encore progresser en termes de performance énergétique. L'autre volet qui est très RSE dans notre métier, c'est la sensibilisation des utilisateurs. Vous savez qu'en matière d'énergie, de confort, les utilisateurs ont des bonnes ou des mauvaises habitudes. Et le fait d'échanger, d'expliquer les enjeux qui sont autour de la consommation d'énergie et du confort permet de réduire très significativement les consommations d'énergie liées au confort des bâtiments, par exemple. Donc on passe beaucoup de notre temps à expliquer, à sensibiliser l'ensemble des acteurs. Et les marges de manœuvre sont encore très importantes en matière d'efficacité énergétique. Autant sur les innovations technologiques, sur les matériels, on va gagner quelques pourcents de rendement, et ça va déjà être profitable. Autant sur l'utilisation qu'on fait de l'énergie, les potentiels d'économie sont plutôt entre 20 et 40%.
D'accord ? Donc on voit qu'on a encore beaucoup de choses à faire et la réponse, c'est l'innovation, la sensibilisation. En autour gros, de l'outil. les réductions du coût énergétique que l'on fait peuvent nous permettre de payer les investissements Aussi. du matériel qui nous permet de faire ces réductions. Bien et sûr. qui sont finalement rentables avec le temps. Bien sûr, bien sûr. D'accord. C'est tout à fait le concept. Ok, très bien. La biomasse, vous avez donné des chiffres intéressants. Je ne sais plus, c'est 1000 tonnes de biomasse, ça représente je ne sais pas combien d'emplois. Oui, alors effectivement, l'énergie renouvelable biomasse a une autre vertu, c'est que pour la mettre en œuvre, il faut la transformer. Et effectivement, ça a un impact significatif sur l'emploi. J'ai l'exemple, par exemple, du réseau de chaleur de Martigues qu'on a inauguré il y a peu de temps et qui va mettre en œuvre environ 7000 tonnes de biomasse par an. Et si on fait un calcul raisonnable, ça génère environ 5 à 6 emplois dans le bassin forestier autour de notre région. Donc vous voyez que si on démultiplie ce type de projet, ça a aussi la vertu d'amener un emploi pérenne sur un territoire. D'accord, très bien. Sur la biomasse, vous poussez à fond la biomasse au ministère ? En fait, on pousse tout. C'est pas une réponse. Tout est bon dans l'énergie. Ouais, tout est bon à prendre parce qu'en fait, on a aussi initié un travail un petit peu complexe à expliquer qui s'appelle les DCAM. C'est Dynamic Camps, c'est-à-dire ce sont des courbes qui montrent à quel moment on a besoin des différents leviers dont on dispose pour diminuer les impacts. Donc des différentes technologies, pour arriver in fine à un monde de degrés. Et on se rend compte qu'on doit utiliser quasiment l'ensemble du champ des possibles pour arriver à 2 degrés. Donc la biomasse, comme le reste, tout est à prendre, y compris les technologies chères qu'on ne doit pas réserver pour la fin, mais qu'on doit commencer assez tôt, si on veut vraiment qu'elles prennent leur plein déploiement dont on aura besoin pour arriver à 2 degrés. D'accord. Alors, on reviendra sur quelques innovations que vous avez mises en place. Mais justement, il y a le monsieur innovation, Stéphane Soto, qui est directeur de la French Tech. Moi, justement, comment vous conjuguez, puisqu'on est ici pour voir les nouvelles frontières, et pour certains, ils m'ont dit, mais qu'est-ce que ça vient faire, la French Tech, avec la RSE, l'innovation avec la RSE, les nouveaux modèles économiques avec la RSE. Voilà, je pense que vous avez des belles réponses à faire. Je me suis j'espère. Ouais, je me suis posé la même question en fait sur l'instant, mais c'est vrai qu'en plus au regard de ce qu'on vient d'entendre, effectivement il y a pas mal de points de chevauchement. D'abord la RSE, nous on la vit au sein de nos entreprises, puisqu'on est une économie dite nouvelle, même si elle est plus réellement nouvelle, mais dans tous les cas une première génération d'entrepreneurs. Et la RSE on la vit au quotidien parce que nos employés nous y incitent ou nous y obligent. Donc tout un tas de dispositifs qui visent à améliorer le confort de nos salariés par du télétravail, par tout un tas de choses. Par exemple, pour diminuer leur temps de transport, pour leur permettre une vie au travail meilleure, sont mis à leur disposition. L'écologie est très présente dans ces collectifs-là. Donc également sur ce plan-là, on est actif. Ensuite, en matière de RSE, effectivement, on parle de nouveaux business models, on parle de nouvelles frontières. Alors, nous, notre économie, on ne la vit pas au gré des frontières géographiques. On la vit au gré des frontières de notre bassin, de notre zone de chalandise. En l'occurrence, pour les entreprises marseillaises, dans le domaine du digital, la question, ce n'est pas de s'affronter avec Nice ou Bordeaux ou Lyon. Notre business, il est ouvert plutôt vers le sud, sur la Méditerranée, sur l'Afrique dans son ensemble, sur tout le bassin dit, que les Américains qualifient d'IMIA, Europe, Middle East et Africa. Donc c'est plutôt là-dessus qu'on travaille. Sur la question des modèles économiques, des nouveaux business models, mais bien évidemment, non seulement nous-mêmes, nous travaillons sur des business models qui sont assez en rupture avec ce qui se fait traditionnellement, mais également nous proposons à des entreprises du monde qu'on va qualifier traditionnelles de travailler à leur transition, à leur transformation économique. Je préfère ce terme à transformation digitale parce qu'on a l'impression que le digital résout tout. Mais en fait, non. La transformation, elle est globale. Le digital est un outil, comme la réglementation est une contrainte, comme les nouveaux usages des consommateurs est une nouvelle donnée, et il leur appartient à elles d'activer leur transformation économique. Nous n'adressons qu'un de ces pans. Alors il est vrai que bien souvent, par transformation, surtout pour les entreprises qui font du B2C, on imagine plutôt de la vente sur Internet, ça fait partie du sujet.
Mais on ne peut pas se contenter, quand on est chef d'entreprise ou dirigeant d'entreprise, de se dire mon produit, je le vends moins sur les rayons, plus sur Internet. La transformation, elle est globale. Une vision pertinente consiste à se remettre en cause du début jusqu'à la fin. Donc nous n'intervenons que sur ce pan-là. La RSE, donc, elle a aussi un certain nombre de sujets connexes qui touchent à l'économie et qui touchent à l'économie numérique en particulier. D'accord. Mais en même temps, la RSE, c'est une quête du sens. Ouais. Et les nouveaux modèles économiques, c'est encore plus une quête du sens. Blablacar, Airbnb, on peut tous les critiquer sur le modèle économique, le fait que potentiellement ça crée des grosses perturbations d'emploi. Mais l'idée, on ne peut pas dire qu'elle n'est pas porteuse de sens. Bon, effectivement, à la base, ça reste quand même du business. Alors, c'est une chose, le positionnement en est une autre. Le positionnement, même l'enjeu véritable, c'est effectivement de limiter les transports. On a beaucoup de travail à faire avec ça, et ça peut se monétiser. Blablacar en est un exemple, mais il y en a pléthore d'autres. Alors, ça vaut pour l'économie numérique, ça vaut pour d'autres sujets, y compris sur l'industrie, qu'on a effleuré tout à l'heure, par exemple Picto, qui sur 1200 hectares autour de Fos-sur-Mer, non loin d'ici, tente de réconcilier industrie et écologie, et de fort belle manière, puisqu'on voit justement la réutilisation de l'énergie calorifique, entre autres. Et puis, Alors pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez nous en dire quelques mots ? Non. Non. D'accord. Non, je crois que j'ai dit tout ce que j'en savais, en fait. Voilà. D'accord. Non, mais je crois que M. de Dalkia, lui... Non, plus sérieusement, hein, oui, mais m'est avis que M. Burtin doit savoir beaucoup mieux que moi. Alors allez-y, M. Burtin, et après... Picto, c'est une illustration de ce qu'on évoquait tout à l'heure sur... alors, au niveau des énergies, hein, mais il y a la biodiversité aussi, comme vous le disiez, qui peut être un sujet, et j'aurais plus de mal à en parler. Mais au niveau des énergies, c'est tout simplement de réconcilier un équilibre entre cette zone qui est très industrielle, avec des grosses consommations d'énergie, mais aussi des grosses productions d'énergie, et puis à côté, des consommateurs d'énergie qui se disent, tiens, si je pouvais profiter de l'énergie fatale... je récupère l'énergie pour... C'est aussi simple que ça. Donc ça rejoint un peu les sujets d'économie circulaire, d'utiliser ce qu'il y a sur le territoire pour... c'est que du bon sens, en fait. Hein, oui, si c'était que du bon sens... Alors, c'est aussi quelques investissements, je vous l'accorde, lourds souvent, mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, il faut savoir les faire. Mais c'est d'abord du bon sens. C'est d'abord du bon sens, de l'information, une vision globale du sujet aussi. Alexandre Bonnet, Picto. Juste pour préciser qu'à côté de la French Tech, maintenant, on a notre Green Tech à nous. Voilà, on a lancé ça aussi au ministère. Ségolène Royal a lancé ça il y a très très peu de temps. Et on va donc incuber 50 jeunes pousses du numérique, parce qu'on s'appuie une fois de plus sur cet outil magnifique qui permet de faire tant de choses, qui puissent proposer des solutions facilitant la vie des usagers très concrètement, et évidemment dans la droite ligne de ce qu'on cherche à faire pour faciliter la transition écologique et énergétique. D'accord. Mais il y a pas mal d'entreprises de Green Tech qui sont dans la French Tech. On ne va pas le leur piquer, on va en trouver d'autres. Oui. Enfin, c'est un peu la même chose. On remarque oui, c'est un peu la même chose. On remarque que finalement, le support digital est un support privilégié pour toute cette économie, pour cette RSE. On parlait d'économie circulaire, on parlait d'autopartage. On n'est finalement qu'un support. Voilà. Et c'est l'appropriation par la population qui en fait le succès et qui fait que la RSE se développe. Ouais, de la prise de conscience. D'accord, je vous trouve très modeste parce que peut-être que je dis des bêtises, hein, mais c'est 8000 entreprises, grosso modo, sur notre périmètre Aix-Marseille c'est 7000 entreprises, c'est 40 000 salariés sur Aix-Marseille. C'est ça, c'est 8 milliards de chiffre d'affaires. Ouais, et c'est une croissance de 12 à 13%. De 13%. Et si on retire des chiffres, l'activité microélectronique au fondeur, au sens strict du terme, qu'on retrouve à Rousset, on a une croissance qui effleure les 25% aujourd'hui, avec un taux de rémunération évidemment qui est élevé parce que c'est des activités en tension qui aujourd'hui connaissent le plein emploi, mais surtout la pénurie. On a un vrai besoin d'attractivité pour justement alimenter notre filière. Ouais. D'accord, avec un gros projet qui est The Camp. Ah ouais, enfin, avec plusieurs gros projets. Effectivement, The Camp, donc dont on parle énormément, une espèce de Stanford européen.
un projet magnifique qui en plus s'insère formidablement bien dans l'écosystème, dans l'écosystème naturel. Mais ça n'est pas le seul. Voyage privé aussi avec un formidable projet, Jaguar Network. Oui, Voyage privé qui veut créer une université à côté de son siège social et qui veut faire aussi une école pour des gens en difficulté, quoi. Tous ces projets sont multidimensionnels. The Camp, c'est une université pour top managers. Okay. C'est également un Fab Lab, c'est également une université pour des gens méritants. Ça sera un accélérateur aussi, ça sera un lieu de vie. Voyage privé, par essence, ça sera le siège de Voyage privé, mais également un accélérateur. Ce sera également une école justement qui existe, qui s'appelle l'école des 15, qui vise à accompagner des jeunes des quartiers défavorisés d'Aix-en-Provence. Ce sera également une école liée au e-tourisme. Et Jaguar Network aussi, outre le siège, c'est un accélérateur, c'est un living lab, c'est beaucoup de choses qui systématiquement s'agglomèrent. Mais ça correspond un peu à l'état d'esprit de cette économie, qui d'abord a les moyens, il faut quand même le reconnaître, et qui aussi s'arroge systématiquement des obligations au-delà de leur simple activité économique. D'accord. Serge Burtin, tout ça, ça vous fait peur ou ça vous motive? Alors vous allez me dire ça vous motive, mais quand je dis ça vous fait peur, c'est que les grands groupes, ils avaient plutôt l'habitude de racheter les brevets ou de racheter les entreprises pour pas qu'elles puissent innover et qu'elles puissent faire un peu trop d'ombre au gros, quoi. Donc vous, aujourd'hui, comme elles apparaissent partout parce qu'il y a Internet, parce qu'il y a des multiplications, comment vous arrivez justement à mettre en place un nouveau modèle et vous préparer à tout ça? Non, forcément, c'est motivant et puis je dirais qu'il y a de la place pour tout le monde parce que les compétences sont de plus en plus pointues, de plus en plus aiguës et que même en étant un grand groupe, on a besoin de compétences précises, on a besoin de beaucoup d'agilité, beaucoup d'ouverture à l'extérieur. Donc bien sûr que les grands groupes ont besoin de travailler aussi avec des startups, c'est ce qu'on fait, et on encourage systématiquement des startups bien sûr dans nos métiers autour de l'énergie, mais pas que. Les métiers de l'énergie sont aussi très sensibles à tout ce qui se passe autour du digital, de l'information, hein, on en parlait tout à l'heure. Nos clients et nos partenaires veulent de l'information en temps réel, de l'information juste, de l'information calibrée selon leurs besoins. Donc c'est une préoccupation, mais c'est une grande motivation et il n'y a surtout pas... French Tech, c'est quand même ça, c'est que tout le monde a sa place et que tout le monde apporte à l'autre. Et les grands groupes, et le groupe EDF aussi, s'inscrit tout à fait dans cette démarche-là. Alors, vos innovations à vous, c'est quoi? Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous, vous savez, on est un métier de prestataire de services. Donc c'est d'abord des hommes et des femmes avec des compétences, avec des parcours professionnels, avec des ambitions individuelles et collectives. Ça, c'est la base de notre organisation et de notre métier. Mais après, c'est de l'innovation en termes effectivement de suivi de la performance énergétique, comme je le disais tout à l'heure. C'est que les nouveaux outils vont nous permettre à la fois de mieux maîtriser la performance énergétique et l'efficacité énergétique. C'est nos centres de pilotage, on en a 7 en France, qui regroupent à la fois cette compétence humaine autour de l'analyse et de la performance, et aussi des outils très modernes de récupération de l'information et d'analyse de ces données. Et de retransmission après de ces données à nos partenaires et à nos clients. Nos centres de pilotage DESC sont le centre de notre organisation en matière de performance énergétique et d'efficacité énergétique. Très bien. Alors, on a vu que la RSE sert l'innovation sert la RSE. Et justement, Tarek Sharif, vous représentez le monde méditerranéen. Comment vous voyez cette RSE se développer sur les pays méditerranéens? Quand on dit pays méditerranéens, on parle d'une manière large, ou on parle juste du Maghreb? Où est-ce qu'elle se diffuse, cette RSE, aujourd'hui? Avec en plus toutes les difficultés qu'on connaît politiques de certains pays. Si vous permettez, je vais partir de mon pays pour arriver... La Tunisie. Si vous permettez. Je permets. Voilà.
parce que vous m'avez présenté tout à l'heure président de la Connect. Connect, c'est un deuxième patronat en Tunisie qui est né en 2011, donc après la Révolution. Et on peut se poser la question, pourquoi faire? Puisqu'il y a déjà un ancien patronat, pourquoi un deuxième? C'est important. Je voudrais dire quelques mots parce que c'est important. Le réflexe en Tunisie, depuis de longues années, c'est la fonction publique. Les jeunes sortent de l'université, essaient d'aller dans la fonction publique. Et il y a eu donc la révolution de 2011. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème fondamental, un grand problème, c'est le problème du chômage. Il y a un problème également de mauvaise répartition des richesses, notamment sur les zones défavorisées. Comment régler tout cela? Est-ce que l'État est capable de continuer avec cette notion d'État-providence en engageant du monde dans la fonction publique et en rémunérant des gens qui ne travaillent pas? Évidemment, non. Évidemment que l'État n'a plus les moyens. Et donc, pour nous, c'était un objectif noble d'essayer de mettre un peu l'entreprise privée dans la position où elle doit l'être. Et pour ce faire, il faut un patronat qui porte ses valeurs, qui défend ses valeurs, mais dans la réalité, en donnant les meilleurs exemples possibles. Donc, d'où la naissance de la Connect. Connect, bien sûr, a essayé, après d'avoir des relations un peu partout, dans le pourtour méditerranéen, et d'où la relation donc avec Anima. C'est pour nous très important. Anima, c'est un grand réseau qui se trouve dans plus de 20 pays, qui cherche à promouvoir l'investissement. Et pour nous, donc, c'est le vrai sujet, l'investissement, parce que c'est l'investissement qui crée la richesse et qui crée les emplois. Évidemment, ce n'est pas facile, parce qu'il y a de mauvais réflexes. Ces réflexes continuent à avoir lieu en Tunisie, mais c'est un objectif que nous portons fortement et que nous essayons de déployer à tous les niveaux, surtout avec la jeunesse, en essayant d'avoir parmi nos adhérents les meilleures entreprises tunisiennes qui sont des entreprises citoyennes, comme sont le nom de Connect, parce que Connect, c'est Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie. Donc le mot citoyenneté, c'est fondamental pour nous. Alors, d'où la RSE, au niveau de la Tunisie d'abord, et puis après je vais parler de la Méditerranée. Nous essayons d'avoir les meilleurs modèles possibles. Nous essayons de mettre l'entreprise privée dans la meilleure position pour donner envie aux gens, soit de promouvoir de nouvelles entreprises privées, avoir l'esprit entrepreneurial, soit d'aller dans l'entreprise privée. Est-ce que ce qu'on comprend donc, ça veut dire que en fait, les jeunes n'ont pas le goût de l'entreprise, et donc vous préparez des entreprises qui vont leur donner l'envie. Donc tout de suite, on y met du sens. Donc tout de suite, on met de la RSE, quoi. Je ne prétends pas qu'il n'y a pas d'entreprises qui sont citoyennes en Tunisie. Oui, bien sûr. Évidemment, elles sont là, mais il y a eu tellement de manipulations politiciennes qui a essayé de chercher à enfoncer l'entreprise privée pendant de longues années, qui a fait que la perception, en tout cas la perception de l'entreprise privée, c'est une entreprise qui ne donne que du travail précaire. Donc, il vaut mieux aller vers la fonction publique qui vous donne une sécurité absolue au niveau de l'emploi. Donc, pour nous, il faut faire vite réhabiliter l'entreprise privée, en tout cas celle qui existe, privée tunisienne ou étrangère, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises étrangères en Tunisie, entre parenthèses, il y a plus de 2000, dont 1300 entreprises françaises qui se portent parfaitement bien, y compris après la Révolution, qui gagnent de l'argent. Ça se passe merveilleusement bien. Mais, tout à fait. J'en ai une entreprise là-bas, ça se passe pas très bien. Ah ben, il y a toujours des exceptions, mais on peut en parler. Mais sur les 1300, il y a un sondage qui est fait. Il y a 80 ou 79% d'entreprises qui gagnent de l'argent et qui réinvestissent. Bon, il y a toujours des entreprises qui ne sont pas en bon état. Il faut voir pourquoi, mais la majorité, en tout cas, c'est des entreprises qui gagnent de l'argent. Donc, à ce niveau, c'est pour nous important de... L'ADN de la Connect, c'est la RSE. Pour avoir les meilleures entreprises qui qui respectent un peu les emplois, les employés et également l'environnement de l'entreprise, parce que malheureusement, il y a eu
des cas où l'entreprise n'a pas respecté son environnement, et c'est malheureusement les mauvais exemples qu'on a toujours essayé de montrer et pas les bons exemples. Depuis 2011, on travaille sur cela. Cette année, nous allons commencer à labelliser les entreprises. On ne le fait pas seul, on le fait avec la CGPME, avec la CGEM au Maroc, avec Anima. Pour nous, c'est important de montrer ces exemples de réussite et ces exemples de bonne conduite au niveau de la gouvernance et au niveau du comportement de tous les jours de l'entreprise, au niveau de son environnement, etc. Et très sincèrement, cette année, contrairement à l'année dernière et l'année d'avant, nous avons un nombre incroyable qui veut être labellisé. Et ce n'est pas de petites entreprises, c'est de grandes entreprises, moyennes et petites. Donc, il y a un intérêt qui commence à être évident au niveau de la RSE, au niveau de la Tunisie. Et c'est un label RSE. Un label RSE, ce n'est pas la Connect qui va le faire seule. Elle le fait avec des partenaires nationaux et étrangers. Et notamment pour les étrangers, ce sont des partenaires qui ont déjà l'expertise. On ne veut pas se tromper. C'est pas pour faire plaisir à ces entreprises. Nous voulons faire les choses dans les règles de l'art pour qu'il y ait après toute une construction qui se fait au niveau de ce label. Et ce label doit donner un avantage pour les entreprises, en tout cas en termes de marketing, en termes de positionnement sur le marché, également au niveau de la douane, pour qu'il y ait un couloir vert, parce que ces entreprises sont des entreprises qui respectent évidemment la législation. Au niveau méditerranéen, je pense qu'avec le programme EDIL, qui est un programme un peu de rating ou de notation pour les entreprises françaises qui sont à l'étranger ou étrangères, qui sont dans le pourtour méditerranéen, c'est important parce que à travers ce programme également, on peut mettre ces entreprises dans une position qui est particulière par rapport aux autres entreprises et ça peut donner des avantages. Alors qu'est-ce que c'est le programme EDIL ? C'est le programme un peu de notation des entreprises qui sont dans la RSE mais à l'étranger. Vous savez, il y a donc les investisseurs. Oui. Les investisseurs qui viennent dans votre pays. Dans mon pays ou dans les pays méditerranéens. Oui, dans votre pays ou dans les pays méditerranéens, eux peuvent être labellisés pour dire mon projet d'investissement, il prend en compte l'impact social, l'impact environnemental, l'impact territorial. Il y a eu malheureusement des cas où il y a eu des dérapages au niveau de certaines entreprises étrangères, pas nécessairement en Tunisie, mais à l'étranger, où on a fait travailler des enfants, où on n'a pas respecté les règles du code du travail et tout. Le programme EDIL permet de faire tout un monitoring de ces entreprises, une notation, un suivi de ce qu'elles font à l'étranger et un respect de toutes ces règles de RSE. Et pour ces entreprises, c'est important d'avoir si vous voulez, ce fil conducteur et ce suivi, même à l'étranger. D'accord. Pour qu'il n'y ait pas de dérapage comme il y a eu auparavant. Je n'ai pas besoin d'énumérer les entreprises qui n'ont pas respecté auparavant à l'étranger. Donc, c'est important d'avoir ce comportement. C'est un cercle vertueux que nous voulons avoir au niveau de la Tunisie, au niveau de la Méditerranée, parce que aujourd'hui, si on n'est pas capable d'avoir les meilleurs exemples à montrer, le risque est là. Et le risque est évidemment économique et social. Et je pense que tous les pays, en tout cas les pays du sud de la Méditerranée, sont sensibles aujourd'hui à tout ce qui est investissement et surtout de taux de croissance. Et le taux de croissance ne peut se faire qu'avec l'investissement. D'accord. Mais on pourrait penser que la RSE, c'est un peu un luxe avec tous les problèmes que connaissent ces pays méditerranéens. Et vous semblez nous dire que non, a priori ? Non, pas du tout. Ce matin, enfin, tout à l'heure, on a eu un exemple d'une entreprise tunisienne qui s'appelle, pour ne pas... Voilà. Biome Solar Energy. C'est un exemple parfait. C'est une entreprise qui non seulement se développe et s'est développée sur tout ce qui est fabrication de chauffe-eau en Tunisie, mais aujourd'hui, cette entreprise se développe également en France. Donc, vraiment, c'est une œuvre tout à fait vertueuse qui lui a permis de passer en première position en Tunisie, alors qu'elle a commencé quasiment la dernière. Mais c'est une entreprise qui respecte l'environnement, qui
qui va être parmi les entreprises labellisées cette année et qui fait valoir ces éléments par rapport à ses compétiteurs au niveau du marché local et au niveau du marché international. Et manifestement, ça lui donne des avantages. Entreprises labellisées RSE en Tunisie, justement, peuvent avoir une sorte de certaine lumière que verraient les investisseurs, justement, labellisés, projet et deal, et pourraient mieux travailler ensemble parce que c'est un circuit vertueux. Bien Quoi. sûr. Et donc, ça, c'est Tunisie. Et après, sur le reste de la Méditerranée, on en est où? C'est un peu la même chose. C'est une. Donc ça bouge vraiment au niveau de la RSE. Oui, enfin, ça dépend des pays, mais Alors justement, des si vous pays pouvez plus nous- que d'autres pays. Bon, je pense que des pays comme le Maroc, ça bouge énormément parce que là, c'est. Oui, on va en parler. Le de ça. Maroc, c'est un pays qui est déjà en avance par rapport à d'autres pays sud-méditerranéens au niveau RSE. Comme je vous l'ai dit, nous-mêmes, on collabore avec la CGEM, qui est le patronat marocain au niveau de la RSE, et on le fait avec Anima, bien sûr, mais pas uniquement le Maroc, également des pays comme le Liban ou la Jordanie, c'est des pays qui sont en train d'avancer, la Turquie également. Enfin, la Jordanie et le Liban sont des pays qui sont également avancés. Ça ne veut pas dire que les autres n'avancent pas du tout, mais je pense qu'il y a certains pays qui sont plus à l'avance que d'autres. Ok. Stéphane Soto, la French Tech, elle travaille avec la Méditerranée, elle veut se déployer sur la Méditerranée. C'est un axe stratégique ou c'est le monde Il est vrai qu'on a un enjeu majeur vis-à-vis du continent africain, nous. Sur un mode en plus de coopération qui, je pense, doit être beaucoup plus équilibré que ce qu'on a pu connaître par le passé. Au-delà de ça, sur un plan purement économique, il y a quand même 1,3 milliard d'habitants, fortement consommateurs déjà d'Internet des objets, de télécommunications, de données, de data. Bientôt 2 milliards d'ici une trentaine d'années, et un marché sur lequel nous devons nous positionner. Mais enfin, c'est pas que ça. C'est aussi une coopération qui peut et doit s'engager. C'est en ce sens que nous, on commence déjà à investir de notre temps sur l'Afrique au sens global. D'abord, nous pensons qu'on a soit le choix de se faire cannibaliser par les Américains et les Chinois sur ce continent-là, ce qui ne manquera pas d'arriver si on continue à être aussi atone, soit d'essayer d'y être présent. Mais cette présence, elle peut être que bilatérale, bidirectionnelle. Donc nous, en ce moment même, on commence une grande campagne de rapprochement avec différents pays d'Afrique pour justement leur dire qu'on a des savoir-faire à leur donner. Parce que finalement, l'innovation, vous savez, aujourd'hui, c'est une innovation d'usage technologiquement. Pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose de réellement explosif. Cette innovation, elle se fait de la même manière par des cerveaux français ou par des cerveaux sénégalais. La différence, c'est que au-delà de la création d'entreprise, au-delà de l'innovation, au-delà de l'intellect, après, il faut accélérer l'entreprise. Et c'est là où nous, on a sans doute un petit temps d'avance. Et ce que nous pensons, chez Aix-Marseille French Tech, que ce temps d'avance, ce savoir-faire... Vous voulez dire quoi? Que dans les pays d'Afrique, par exemple, ils ont les idées, mais ils n'ont pas la capacité de pouvoir la mettre en pratique, et nous, on peut plus les aider à ça? Non, pas du tout. Ils ont non seulement les idées, mais la capacité, ils ont tout ce qu'il faut. Simplement, accélérer une entreprise ou la mettre en situation d'hyper-accélération, c'est un savoir-faire qui est très précis, dans lequel nous, on est tout jeune, on commence à peine à apprendre ça, à être bon. On voit un P-Factory, on est Angel, des accélérateurs d'entreprises qui viennent en relais des accélérateurs traditionnels qu'on connaît, nos pépinières. Et là, on a acquis un savoir-faire. Et nous, notre idée, c'est de dire, voilà, on a découvert certaines choses pour aider les entreprises, les startups à accélérer encore plus vite, encore plus fort, à intéresser les investisseurs. Et on est prêt à vous communiquer gracieusement, évidemment, ce savoir-faire. On est prêt également à vous donner l'accès à ce qu'on appelle les Fab Labs, vous savez, des petites unités de prototypage, gracieusement. Venez utiliser-les. Nous, notre seul objectif, c'est de pouvoir avoir des entrepreneurs qui soient français ou bien de ces pays-là, qui ont un pied des deux côtés. D'avoir des entreprises qui soient sur plusieurs pays. Pour qu'on ait, nous aussi, des multinationales, pas forcément des multinationales au sens du chiffre d'affaires, mais des entreprises qui soient capables de commercer partout, en France comme en Afrique. Voilà. Ça, c'est notre stratégie. Elle se veut beaucoup plus équilibrée que ce qu'on a pu connaître par le passé, mais dans tous les cas, c'est pour nous la seule bonne solution, un, d'y arriver, et deux, d'y arriver de manière pérenne. D'accord. Serge Burtin, comment vous accompagnez cette innovation en dehors de votre groupe? Est-ce que vous l'accompagnez autour de vous?
Je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, nous, on est finalement des ensembliers. C'est-à-dire qu'on va chercher tout ce qui se fait de bien et puis on le met en musique, si je puis dire. Donc, bien évidemment, on s'appuie sur toutes les innovations qui peuvent se faire à travers les startups, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Mais est-ce que vous avez des actions particulières, un exemple, par exemple sur la Méditerranée, puisqu'on parle de la Méditerranée? Un exemple qui déborde peut-être un peu de la Méditerranée. Rapidement, une collaboration avec une entreprise qui va créer des chaudières qui vont avoir des rendements... Après, il y a un petit cocktail, après vous pourrez discuter tranquillement. Voilà, vous avez une entreprise qui s'appelle Boostit, qui est très présente. Je vous avertis tous que voilà, vous avez un petit cocktail après, donc vous inquiétez pas, voilà, vous pourrez discuter, vous retrouver. Mais on finit le débat. Je disais 2 exemples où on accélère, où on contribue à l'accélération, je reprends votre terme, d'entreprise innovante. Boostit, qui est une entreprise qui fabrique des chaudières innovantes et qui a des vraies bonnes idées technologiques pour aller dans un domaine qu'on croyait mature, et ils ont vraiment un saut technologique qui va permettre d'avoir des chaudières qui vont avoir des rendements 30 à 40% supérieurs à ceux qu'on connaît aujourd'hui. Et bien, par exemple, on a un partenariat avec eux pour les accompagner dans la R&D, la conception, pour bien qu'ils mesurent ce dont le groupe d'Alkia a besoin. Et puis derrière, on s'est engagé à leur acheter 500 machines sur les 3 ans qui viennent. Donc c'est une façon aussi de leur donner de la visibilité et puis de les encourager à investir dans la recherche et le développement et la conception et la réalisation de leurs installations. Ça, c'est un premier exemple. Et puis un autre exemple, c'est avec un de nos clients, par exemple la ville de Sète, si on reste sur le pourtour méditerranéen, où on a mis en place un contrat de performance énergétique qui permet sur l'ensemble du parc, la centaine de bâtiments communaux de la ville, qui comportent des gros consommateurs d'énergie, des piscines par exemple, de revoir l'ensemble de la chaîne énergétique de ces bâtiments. C'est-à-dire qu'on va remettre en cause l'énergie primaire qui est utilisée, on va travailler sur des investissements pour améliorer les installations, on va travailler sur le pilotage à distance de ces installations pour optimiser la performance énergétique. Et puis, on va travailler, comme je le disais tout à l'heure, sur la sensibilisation des utilisateurs pour que l'élève de la classe primaire de la ville de Sète ou son institutrice ou le personnel administratif de la mairie ait conscience qu'il fait partie de cette chaîne et que pour faire des économies d'énergie, il a son rôle à jouer et il a un rôle à jouer très important d'ailleurs. Donc on va aussi, à travers des outils aussi qui rejoignent le digital, c'est-à-dire qu'on peut sensibiliser les gens beaucoup plus vite et beaucoup plus facilement aujourd'hui sur ces sujets-là. Donc c'est ce sur quoi on travaille aussi pour aller dans ce sens-là. C'est un petit doigt levé, ça, ou c'est juste une articulation, un petit exercice Ah, c'est un petit doigt levé, d'accord. Alors, Alexandra Bonnet. Non, pour répondre à votre question sur l'innovation, pour avoir l'innovation, il faut des investissements. Il y a quelque chose de concret qu'on a développé et qui vient de sortir, tout frais, tout chaud. C'est le label Transition écologique et énergétique pour le climat. J'espère que vous l'avez remarqué. À l'adresse des investisseurs, qui est sorti le 11 décembre 2015. Et désormais, on a même les certificateurs, au nombre de 2, Ernst & Young France et Novetic, qui vont pouvoir désormais récolter les dossiers, les recueillir et éventuellement décerner le label pour les fonds d'investissement qui répondent au cahier des charges. D'accord, très bien. C'est concret. Tarek Sharif, qu'est-ce qu'on ne voit pas assez des pays méditerranéens et qu'ils pourraient nous apporter justement, par exemple à la French Tech, enfin voilà, sur les passerelles qu'on essaie de faire, RSE, innovation. Qu'est-ce que vous pourriez nous apporter et qu'on ne voit peut-être pas et dont on ne se sert pas assez? Moi, je pense qu'il y a un problème de marketing au niveau des pays méditerranéens, d'une manière générale. Mais de la part des pays méditerranéens ou c'est nous qui... De la part des pays sud-méditerranéens. À part le Maroc, à mon avis, il y a un problème de communication grave, c'est clair. La perception qu'il y a aujourd'hui, et on ne peut pas
Je veux dire, on ne peut pas en vouloir à qui que ce soit, c'est que c'est des pays complètement finis, où il n'y a plus rien à faire. C'est pas vrai. C'est des pays où il y a encore beaucoup à faire. C'est des pays qui présentent un intérêt particulièrement pour la France. Et bon, mais c'est un problème de connaissance, c'est un problème d'occasion à se connaître. Si les personnes ne connaissent pas les potentialités de ces pays, bien évidemment, il y a un rejet ou il y a moins d'intérêt pour ces pays. Alors que je suis persuadé qu'il y a encore beaucoup à faire et on a intérêt à travailler ensemble. Il ne s'agit pas de dire aux entreprises françaises de fermer en France et d'aller dans ces pays, pas du tout. Ça n'a jamais été notre discours et ça ne le sera jamais. Il s'agit de voir des opérations de co-localisation où les intérêts des uns et des autres sont sauvegardés et où il y a un intérêt pour les deux pays, pour les deux régions, pour les deux rives. Et il n'y a pas d'autre solution. Imaginez que ces pays vont sombrer, comme c'est le cas de la Libye ou de la Syrie. Qu'est-ce qui va se passer? Donc ce déficit de communication de la part de nos pays, de la part de nos gouvernants, il ne faut pas que ce soit un alibi pour qu'on abandonne ces pays. Pour moi, excusez-moi peut-être de vous heurter en vous parlant comme ça, mais c'est la réalité. Il ne s'agit pas de demander autre chose. Il ne faut pas demander de l'argent et il ne faut pas demander aux Français ou aux Européens de fermer des entreprises pour venir de l'autre côté de la Méditerranée. Pas du tout. Il ne faut pas le faire. Et il ne s'agit pas de le faire. Je prends un pays comme mon pays. Vous pensez qu'il y a des Chinois? Il n'y a aucune entreprise chinoise. Il y a peut-être 3, 4. Donc tout est fait il y en a toujours essentiellement... 3, 4 quelque part, des Chinois. On en trouve toujours un peu. Quand je vous dis absolument, quasiment pas de Chinois, je suis sûr de ce que je dis. Le flux commercial de la Tunisie se fait à 75% avec l'Europe. 75%. Essentiellement avec 4 pays. Essentiellement avec la France. Et c'est le cas du Maroc, c'est le cas du Liban, un peu moins de la Jordanie. C'est important, il faut le savoir. Ces pays ont besoin de la France comme la France a besoin de ces pays. Peut-être pas au même niveau, mais s'il y a un problème de communication, un problème de marketing, je pense qu'il y a un effort à faire des deux côtés. Très bien. Mohamed Akila, je sais que vous faites pas mal de missions justement sur la Méditerranée. On a vu que vous innovez puisque là vous allez justement présenter un plan comptable environnemental. Qu'est-ce que vous faites dans ces pays et donc votre mission c'est d'accompagner les chefs d'entreprise. Quelles sont les missions aujourd'hui dans le domaine de l'innovation, de la RSE que vous proposez peut-être dans ces pays et peut-être en France? Profitez-en, il y a des chefs d'entreprise qui seraient intéressés de savoir. Vous savez, quand on habite une région comme la nôtre, on a plus facilement de relations avec les confrères, en tout cas pour ma profession, du sud de la Méditerranée que plutôt vers le nord. Donc on a des relations privilégiées avec les pays du Maghreb, avec qui on a des conventions, avec les pays voisins également, que ce soit l'Espagne ou l'Italie. Et puis, vous me tendez la perche par rapport à ce qui a été dit sur la Méditerranée. Effectivement, quand on observe le Maroc, vous l'avez dit, aujourd'hui, il a pris pas mal d'avance. Pour la simple raison, c'est qu'ils n'ont pas de pétrole d'abord. Parce que quand on voit qu'au sud du Maroc, ils ont construit la plus grande ferme mondiale en matière de photovoltaïque. C'est la plus grande ferme. J'ai visité l'usine Renault au nord du Maroc. À Tanger. À Tanger, c'est l'usine la plus performante de Renault au monde. Au monde. À tel point que la région de Tanger aujourd'hui, ils ont inversé le flux migratoire. Il y avait des clandestins il n'y a pas très longtemps qui périssaient en mer entre l'Espagne et le Maroc, donc des Marocains, de jeunes Marocains. Aujourd'hui, c'est des Espagnols qui sont clandestins au nord du Maroc. Ça veut dire aussi qu'effectivement, quand on le rappelait en matière de co-développement, pour éviter de voir ce qui se passe aujourd'hui en termes de sécurité, on parle tous les jours de ce qui se passe en Europe, il y a tout intérêt à ce qu'il y ait ce co-développement. Et on a un marché qui est tout proche, c'est l'Afrique. Vous l'avez rappelé. Plus de 10% de croissance. Pourquoi aller ailleurs? On regarde ailleurs alors qu'on a ici, à côté, tout proche, un continent.
qui est en progression et qui fait attention, justement, le développement durable en Afrique, on en parle depuis très longtemps et on le vit, les Africains le vivent. Sauf que quand malheureusement ils deviennent un petit peu, pour certains pays, la poubelle ou de certains pays dits même voyous. Donc on a tout à faire de ce côté. Alors que fait l'expert comptable? On fait ce qu'on fait ici, c'est-à-dire de l'accompagnement. L'accompagnement lors de la création d'une entreprise. Et là, on va regarder son business plan. On commence par ça déjà. Sur le projet, son business plan, effectivement, il y a du conseil, parce qu'il y a aussi des aides de l'État, il faut le savoir. Il y a des aides, il y a des subventions, des prêts. Et le rôle de l'expert comptable, c'est dès le projet d'accompagner le chef d'entreprise. Puis ensuite, vous avez des entreprises, ils sont développés, ils sont en phase de développement. Là aussi, on a des outils aujourd'hui, parce que l'expert comptable est avant tout un mécano. C'est comment on fait. Il y a une loi qui arrive, il faut la regarder, il faut l'analyser, et puis après, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait, avec quels indicateurs, quel bilan tiré, etc. Donc on est un petit peu dans ça. Et puis vous avez une entreprise quand elle s'est développée, alors, elle est dans une phase de maturité. Le chef d'entreprise souvent pense aussi derrière à la vendre, comment améliorer la performance effectivement avec des outils de RSE. Comment une entreprise aujourd'hui qui met une politique de RSE en place, elle est beaucoup plus performante et elle sera certainement mieux évaluée et mieux transmise que celle qui n'aura rien fait. Voilà, donc le rôle de l'expert comptable est quand même assez primordial. On attire, bien sûr, on forme d'abord nos confrères, nos consoeurs. On a de plus en plus d'ailleurs de Tunisiens experts comptables qui viennent se former, qui sont membres de notre club développement durable au niveau national ou du comité RSE. De plus en plus de jeunes travaillent sur la matière. On en a 2 qui travaillent sur des mémoires aujourd'hui, des experts comptables qui sont dans la salle, sur des mémoires sur le sujet. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de missions. On demande de plus en plus, vous avez cité Ernst & Young, que ce soit les gros cabinets, mais les petits aussi. Et les petits doivent s'approprier la matière. Très bien. Oui. Je pense qu'il y a une chose qui est importante et qu'on n'a pas encore dit, c'est que dans tous les pays ou dans toutes les zones d'ailleurs, y compris en France, un peu défavorisées ou en crise ou déstabilisées, y compris politiquement, la RSE, ça peut être un très très bon facteur de démocratie participative, d'inclusion de la jeunesse pour leur donner des perspectives, pour qu'elles se retrouvent dans des business models, voilà, et faire concurrence à certaines zones sirènes qu'ils sont tentés de suivre parce qu'on leur laisse le champ libre. Voilà. Donc je pense que la RSE, justement, dans ces zones, dans ces pays, est un formidable outil pour la jeunesse, pour lui donner du sens et pour l'inclure dans des projets positifs de développement du pays. Très bien. Stéphane Soto, vous avez accompagné 30 entreprises au Salon international de Las Vegas, je crois, hein, c'est oui. bien ça. Oui. On situe comment? Parce que la French Tech, vous représentez ex-Marseille, mais il y a plein de French Tech en France. On avait 190 startups françaises au total, dont 30 de notre bassin. On était juste derrière les Américains avec 197 startups, pardon. Mais bon, ils jouent à domicile. Hein. Et le troisième, c'était Israël avec 17 startups. Voilà. Sachant qu'Israël, c'est Tel Aviv en particulier, c'est The Startup Nation. Donc, il ne faut pas se fier à ce chiffre-là, mais on va dire qu'effectivement, sur le plan de l'innovation digitale, au sens large, 3 pays aujourd'hui font la course en tête pour les futures licornes, c'est un terme consacré de demain, les futures belles entreprises de demain, ce sont les US, Israël et la France. D'accord. Et nous, la French Tech ex-Marseille se situe de quelle manière? Évidemment derrière Paris. Ceci étant, sans même le dire, vous en seriez douté. Mais on est plutôt bien avec une belle courbe de croissance. Notre enjeu principal, c'est d'aider des porteurs de projets à franchir le cap. Et dans un deuxième temps, de les aider, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à amorcer une croissance avec une certaine pérennité. Donc, aujourd'hui, on ne crée pas assez ici localement de start-up. C'est très clair. Il faut qu'on soit beaucoup plus actif, il faut qu'on soit beaucoup plus promoteur. Et pour ça, pénétrer les filières, comme nous le faisons en ce moment, pénétrer les fédérations,
autour de projets qui accompagnent la transformation digitale, la transformation numérique, économique de ces filières-là, va nous permettre d'en créer encore plus. Voilà. Sur le plan de la RSE, en plus, c'est vraiment un sujet sur lequel nos startups planchent majoritairement. On a vu dernièrement Win, une start-up accélérée chez Pfactory qui vient de lever ces derniers jours. Qu'est-ce que c'est Win pour ceux qui savent? Alors Win, c'est une start-up aixoise qui fabrique des thermostats connectés. Connectés non seulement à votre smartphone, mais également à votre chaudière. La chaudière, pour la plupart, dispose d'extensions que vous achetez ou pas aujourd'hui, d'extensions Wi-Fi, qui peuvent se connecter à votre réseau. En gros, aujourd'hui, lorsque vous programmez vos chauffages, vous dites, tu te remets en route vers 17h ou 18h, ou bien tu augmentes la température, mais c'est très, très statique. Et finalement, après 2-3 fois arriver plus tôt que prévu et avoir froid, vous ne le faites plus. Donc ça chauffe au maximum toute la journée. Le thermostat connecté de Win, lui, il géolocalise votre smartphone et ceux de la famille et est capable d'adapter en conséquence, fonction de ce qu'il constate de vos allées et venues, il est capable d'adapter la remise en route ou la remise en route des chauffages. Voilà, c'est plein de petites choses comme ça. Mais rien que ça, c'est 25% d'économie de chauffage. Voilà, ça vaut cher. D'accord, très bien. Serge Burtin, un mot à rajouter? Vous n'êtes pas obligé, hein, mais si vous avez envie de dire quelque chose que vous n'auriez pas dit. J'ai déjà dit beaucoup de choses, mais non, mais la RSE, finalement, c'est un vrai facteur de développement pour nos entreprises. Je crois que voilà, si j'avais un mot à ajouter en conclusion, c'est que c'est du développement, c'est du business au sens positif du terme. Voilà. Parfait. Tarak Cherif, on voulait finir avec vous. La COP22 au Maroc, que va-t-il se passer ou qu'est-ce qui se passe déjà? COP21 a été, je pense, une conférence très importante. COP22, ça va toucher encore plus surtout l'Afrique et les pays du Maghreb. Mais ils ont déjà été touchés dans la COP21. Oui, d'accord. Qu'est-ce qui va se passer dans la COP22? Non, le Maroc, quand même, comme l'a dit monsieur, a fait des pas de géant au niveau de l'énergie renouvelable. C'est important. Avec le projet Nour, ils ont mis beaucoup d'argent. Les Allemands ont mis beaucoup d'argent. Et je pense que ce n'est pas la même sensation. COP21, c'est à Paris, mais là, il va y avoir une présence massive et une proximité, si vous voulez, avec tout ce qui a été fait au Maroc. Je vois mon pays. Le Maroc vient d'interdire les sacs plastiques. Je suis très heureux. J'espère qu'on fera de même. Parce que le massacre qu'on voit dans nos pays, c'est incroyable. Mais il faut que des pays comme le Maroc, qui prennent ce genre de décision, qu'on le voit devant nous, pour que les pays s'en inspirent. C'est une source d'inspiration pour les pays comme le Maroc. Donc, c'est pas la même sensation. Quand il arrive à Paris, vous lui dites les sacs plastiques n'existent plus, bon, il va vous dire, mais ça, c'est Paris. Mais quand il arrive à Casa et à Marrakech, là où va avoir lieu COP22, et c'est sorti dans le journal officiel, je veux dire, c'est pas du pipeau. C'est une bonne chose et ça va donner sûrement des idées à beaucoup de pays dans le pourtour méditerranéen, mais également en Afrique. Je tiens à préciser, j'aurais terminé. Tout à l'heure, c'est pas que je vendais la Tunisie, mais toutes les grandes puissances ont essayé de développer autour d'elles des pays émergents, des pays qui se développent au fur et à mesure. Regardez ce qui s'est fait au niveau des États-Unis avec le Mexique, regardez le Japon, regardez l'Allemagne avec l'ex-bloc soviétique. Ils ont essayé de faire en sorte pour qu'il y ait du co-développement. Donc ce que je prêche, ce que j'ai prêché tout à l'heure, c'est un peu la même chose. La France et les pays les pays européens, sud-européens, doivent regarder un peu ce qui se passe au Maghreb et en Afrique parce qu'il n'y a pas d'autre alternative que d'avoir du co-développement. Très bien. Alexandra Bonnet, la COP22, Ségolène à fond? Elle est au taquet. Ça peut être le mot de la fin. Ségolène est au taquet. Voilà. Le dernier mot, c'est la Méditerranée, c'est bien, l'innovation, c'est bien, la RSE, c'est bien, et j'espère que vous avez passé un bon forum et que ce forum était bien et que vous reviendrez dans vos entreprises pas tout à fait de la même manière. Merci à vous.